Le bureau de Thomas Renoir était à son image, impeccable, dominateur et froid. Du haut du 40e étage de la tour Horizon, les baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur Paris qui s'étendait à ses pieds comme un royaume conquis. À 43 ans, Thomas avait bâti un empire immobilier qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches de France. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce qui lui manquait cruellement. Un héritier. Emma serra s'assit nerveusement sur le bord du fauteuil en cuir italien, serrant son sac à main élimé contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux noisettes parcoururent la pièce, notant chaque détail qui criait l'opulence. Le cou du bureau en bois précieux devant lequel elle était assise représentait probablement une année entière de son salaire de serveuse. Elle avait 26 ans, un diplôme d'arts plastiques inutilisé, 3 emplois précaires, un loyer en retard et une mère malade dont les soins n'étaient plus couverts par l'assurance maladie. 2 millions d'euros, répéta Thomas d'une voix détachée, comme s'il discutait de l'achat d'une voiture de luxe. 1 million à la signature du contrat, le reste à la naissance. En échange, vous portez mon enfant, vous suivez scrupuleusement le régime et les soins que mes médecins prescriront et vous renoncez à tous vos droits parentaux dès l'accouchement. Aucun contact avec l'enfant ne sera autorisé par la suite. C'est non négociable. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous qu'Emma va décider face à cette proposition qui pourrait changer sa vie à jamais? Emma sentit un frisson glacé parcourir son échine, malgré la chaleur étouffante de juillet qui régnait dans le bureau climatisé. Le contrat de 15 pages posé devant elle semblait peser une tonne. Elle l'avait lu 3 fois, chaque clause plus déshumanisante que la précédente. Thomas Renoir ne cherchait pas une mère porteuse ordinaire. Il voulait sa propre progéniture biologique, son ADN, sans l'encombrement d'une femme qui pourrait un jour revendiquer des droits. Le processus impliquait une fécondation in vitro avec ses spermatozoïdes et un ovule de donneuse anonyme soigneusement sélectionné pour ses gènes supérieurs, terme qui l'avait fait grimacer lors de la première lecture. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, levant les yeux vers l'homme d'affaires qui la scrutait comme un investissement potentiel. « Il doit y avoir des centaines de femmes mieux qualifiées, des professionnels qui font ça. » Thomas se leva, bouton de manchette en platine scintillant sous la lumière artificielle, et s'approcha de la fenêtre. Les agences posent trop de questions. Les procédures légales sont interminables. Et surtout, elles sont visibles. Ce que je propose est discret, efficace et mutuellement bénéfique. Votre profil médical est impeccable. Vous n'avez pas de famille envahissante à part votre mère malade. Et vous avez désespérément besoin d'argent. C'est l'arrangement parfait. Emma déglutit difficilement. Désespérément besoin d'argent. Ces mots résonnèrent dans sa tête, lui rappelant les factures médicales empilées sur sa table de cuisine, le visage émacié de sa mère luttant contre un cancer du pancréas à un stade avancé, et l'avis d'expulsion scotché sur sa porte d'entrée. 2 millions d'euros, une somme qui résoudrait tous ses problèmes et lui offrirait une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez besoin d'un héritier biologique à ce point, murmura-t-elle, gagnant du temps, cherchant une faille dans la logique froide de cet homme. Thomas se retourna, son regard d'acier s'adoucissant légèrement, révélant une vulnérabilité inattendue. Mon empire a été bâti pour durer des générations, pas pour être dispersé à ma mort entre des actionnaires anonymes ou des cousins éloignés qui n'ont jamais levé le petit doigt. J'ai besoin de quelqu'un qui porte mon nom, mon sang, quelqu'un que je peux former à mon image. Et vous ne pouvez pas simplement vous marier. La question était audacieuse, peut-être trop personnelle, mais Emma se sentait poussée à comprendre les motivations de cet homme dont elle porterait l'enfant pendant 9 mois. Un rictus amer déforma brièvement les lèvres parfaitement dessinées de Thomas. Le mariage est un piège financier et émotionnel que j'ai évité toute ma vie. Ma première épouse m'a suffisamment appris sur l'institution. Il fit un geste de la main comme pour balayer un souvenir désagréable. De plus, je n'ai pas le temps pour une relation. Mon empire requiert toute mon attention. Emma baissa les yeux vers le contrat. 9 mois de sa vie, une grossesse, un accouchement, puis disparaître, comme si rien ne s'était passé, avec suffisamment d'argent pour offrir à sa mère les meilleurs traitements possibles et recommencer sa propre vie ailleurs. La proposition était aussi tentante que troublante. « J'aurais besoin de réfléchir », dit-elle doucement, surprise par sa propre audace. Thomas haussa un sourcil, visiblement peu habitué
à ce qu'on diffère une réponse à ses propositions. Bien sûr, vous avez jusqu'à demain midi. Passé ce délai, je contacterai la suivante sur ma liste, la suivante. Bien sûr qu'il y avait une liste. Emma se leva, serrant toujours son sac comme une bouée de sauvetage. Je vous donnerai ma réponse demain. À sa sortie de la tour Horizon, la chaleur de l'été parisien l'enveloppa comme une couverture étouffante. Emma marcha sans but, son esprit tournant en boucle autour de cette proposition indécente qui pourrait tout changer. Les 2 millions dansaient devant ses yeux comme un mirage dans le désert. Avec cet argent, sa mère pourrait accéder aux traitements expérimentaux en Suisse dont son oncologue avait parlé avec tant d'espoir mais si peu de certitude quant à leur accessibilité. Elle pourrait rembourser les dettes qui s'accumulaient, terminer ses études, peut-être même ouvrir la petite galerie d'art dont elle rêvait depuis l'adolescence. Le prix à payer semblait à la fois simple et insurmontable. Porter un enfant pendant 9 mois, puis l'abandonner à jamais. L'appartement d'Emma, situé dans un quartier modeste du 19e arrondissement, était minuscule mais propre. Sa mère, Lucie, était allongée sur le canapé-lit, feuilletant un vieux magazine, son corps autrefois robuste, désormais réduit à une fragilité qui brisait le cœur d'Emma chaque fois qu'elle posait les yeux sur elle. « Comment s'est passé ton entretien, ma chérie ?» demanda Lucie, son sourire illuminant son visage émacié. Emma avait menti, prétendant qu'il s'agissait d'un poste dans une galerie d'art prestigieuse. Comment expliquer à sa mère catholique pratiquante qu'elle envisageait de vendre son corps comme incubateur pour un milliardaire sans scrupules? C'était intéressant, répondit Emma, déposant un baiser sur le front de sa mère. Je dois leur donner ma réponse demain. Tu sembles préoccupée, observa Lucie avec cette intuition maternelle que même la maladie n'avait pas altérée. Le salaire n'est pas bon? Emma eut un rire nerveux. Au contraire, c'est presque trop beau pour être vrai. Alors, quel est le problème? C'est juste que le travail n'est pas exactement ce que j'avais imaginé faire de ma vie, admit Emma, s'asseyant sur le bord du canapé. Lucie prit sa main, ses doigts devenus presque translucides, caressant ceux de sa fille. Ma chérie, parfois la vie nous emmène sur des chemins que nous n'avions pas prévu d'emprunter. L'important est de ne jamais perdre de vue qui tu es, quelles que soient les circonstances. Ces paroles, prononcées sans connaître la nature réelle du travail en question, résonnèrent profondément en Emma. Qui était-elle? Une artiste qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir, une fille dévouée prête à tout pour sauver sa mère, ou simplement une femme désespérée au point d'envisager de louer son corps pour de l'argent. La nuit fut longue, peuplée de rêves agités, où des bébés sans visage lui étaient arrachés des bras par des mains gantées de cuir. À l'aube, épuisée mais résolue, Emma avait pris sa décision. À midi précis, elle se tenait à nouveau dans le bureau de Thomas Renoir. Cette fois, un avocat à l'expression impassible se tenait à ses côtés, ainsi qu'un médecin dont la blouse blanche semblait incongrument clinique dans ce cadre luxueux. « J'accepte votre offre », annonça Emma d'une voix qu'elle s'efforça de garder ferme. « À une condition. » Thomas, qui parcourait distraitement des documents, leva les yeux, surpris. « Une condition ? Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier, mademoiselle Serra. Je veux la moitié du 1er million immédiatement, pour commencer le traitement de ma mère sans attendre. Le reste suivra comme prévu dans votre contrat. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Thomas observa Emma comme s'il la voyait pour la première fois, non plus comme un utérus ambulant, mais comme une adversaire digne d'une certaine considération. « Accordé, dit-il finalement. Mon avocat modifiera le contrat en conséquence. La procédure de fécondation in vitro commencera dès la semaine prochaine. Le docteur Moreau supervisera tous les aspects médicaux de la grossesse. » Le médecin s'avança, tendant à Emma une carte professionnelle. « Nous devrons procéder à des examens complémentaires avant de commencer le protocole hormonal, mademoiselle Serra. Mon cabinet est entièrement privé et garantit une discrétion absolue. » Emma prit la carte, soudain frappée par la réalité de son engagement. Dans quelques semaines, elle porterait l'enfant d'un homme qu'elle connaissait à peine, un homme dont la froideur et le détachement émotionnel lui donnèrent des frissons. « Une dernière chose, » ajouta Thomas, alors qu'elle s'apprêtait à signer le contrat modifié. « Pendant toute la durée de la grossesse, vous résiderez dans un appartement que je mettrai à votre disposition. Vous serez surveillé 24h/24 pour garantir que vous suivez le régime et le mode de vie prescrit. Considérez cela comme une précaution pour protéger mon investissement. » Emma sentit une vague de nausée l'envahir, mais elle hocha la tête.
Pour sa mère, elle était prête à accepter cette prison dorée pendant 9 mois. Pour 2 millions d'euros, elle pouvait supporter de devenir temporairement la propriété de Thomas Renoir. Sa signature sur le contrat ressemblait étrangement à celle qu'elle apposait sur ses toiles, un geste artistique, fluide, définitif. Sauf que cette fois, ce n'était pas une œuvre d'art qu'elle signait, mais sa liberté qu'elle cédait. Le processus de fécondation in vitro fut aussi clinique et impersonnel que tout le reste. Emma suivit mécaniquement les instructions, se soumettant aux injections hormonales qui la rendaient irritable et émotionnellement instable. Thomas n'assistait à aucun des rendez-vous médicaux, se contentant de recevoir des rapports détaillés du docteur Moreau. L'appartement mis à sa disposition était spacieux et luxueux, situé dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. Une prison avec des barreaux en or massif. 2 infirmières se relayaient pour surveiller son alimentation, son sommeil, son niveau de stress. Une femme de ménage silencieuse s'occupait de l'entretien. Un chauffeur la conduisait à ses rendez-vous médicaux. Le seul moment de liberté relative était les visites quotidiennes à sa mère, transportée dans une clinique privée où elle recevait enfin les soins dont elle avait besoin. 2 semaines après le transfert des embryons, le test de grossesse fut positif. Thomas fut informé avant Emma, ce qui la blessa d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Après tout, c'était son corps qui portait cette nouvelle vie. « Tout se déroule parfaitement », déclara Thomas lors de l'une de ses rares visites à l'appartement. Il observait Emma comme un collectionneur admirant un objet précieux nouvellement acquis. Les premiers échantillons sanguins montrent que le fœtus est en parfaite santé. « Je suis ravi que votre investissement se porte bien », répondit Emma avec une pointe d'amertume qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Thomas plissa légèrement les yeux. « N'oubliez pas que vous êtes généreusement compensé pour ce désagrément temporaire. Votre mère reçoit les meilleurs soins possibles grâce à moi. »« Je n'ai pas oublié, » murmura Emma, posant instinctivement une main sur son ventre encore plat. « Comment pourrais-je » Au fil des semaines, alors que son corps commençait à changer pour accommoder la vie qui grandissait en elle, Emma développa une relation complexe avec sa grossesse. Intellectuellement, elle savait que cet enfant n'était pas le sien. Il avait été conçu à partir de l'ovule d'une inconnue et du sperme de Thomas. Émotionnellement, cependant, elle ne pouvait s'empêcher de s'attacher à cette présence qui partageait son corps. Elle commença à lui parler doucement lorsqu'elle était seule, lui racontant des histoires, lui décrivant le monde extérieur qu'il ne verrait jamais à travers ses yeux. Parfois, tard dans la nuit, elle pleurait silencieusement en pensant au moment où elle devrait le laisser partir. À 4 mois de grossesse, l'échographie révéla que l'enfant était une fille. Thomas, présent pour la première fois lors d'un examen médical, observa l'écran avec une expression indéchiffrable. « Une fille » répéta-t-il, comme si ce mot avait un goût étrange dans sa bouche. « Est-ce un problème » demanda Emma, soudain inquiète. Le contrat ne spécifiait rien concernant le sexe de l'enfant. Thomas sembla sortir d'une transe. « Non, bien sûr que non. Une fille fera parfaitement l'affaire. Fera l'affaire. » Comme si l'enfant était un produit avec des spécifications à respecter. Emma sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la réprima. Elle n'avait pas le droit de juger cet homme, pas après avoir accepté son argent et ses conditions. L'état de santé de Lucie s'améliorait progressivement grâce aux traitements expérimentaux. Elle posait parfois des questions sur le père de l'enfant, croyant à l'histoire d'une relation amoureuse qu'Emma avait inventée pour justifier sa grossesse soudaine. Chaque mensonge supplémentaire était comme un petit poignard dans le cœur d'Emma, mais elle se consolait en pensant que sa mère ne connaîtrait jamais la vérité sordide. À 6 mois de grossesse, Emma commença à sentir des mouvements plus prononcés. La petite fille donnait des coups, se retournait, occupait même parfois. Chaque manifestation de cette vie renforçait le lien que Emma tentait désespérément de nier. Dans son esprit, elle l'appelait Lily, un nom qu'elle n'avait partagé avec personne, pas même avec sa mère. Thomas, quant à lui, devenait progressivement plus présent, plus impliqué. Il assistait désormais à toutes les échographies, posait des questions aux médecins, s'informait des moindres détails concernant le développement du fœtus. Un jour, à la surprise d'Emma, il demanda s'il pouvait poser sa main sur son ventre pour sentir les mouvements de sa fille. Ce geste, si simple et pourtant si intime, créa un moment de connexion inattendu entre eux. La main de Thomas, habituellement si assurée lorsqu'elle signait des contrats de millions d'euros, tremblait légèrement
en sentant les coups de sa fille contre la paume de sa main. « C'est extraordinaire », murmura-t-il, ses yeux gris habituellement froids s'animant d'une émotion qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. « Elle est très active le soir », expliqua Emma, surprise par la douceur qui s'était glissée dans sa voix. « Je crois qu'elle sera une nocturne comme vous. » Thomas la regarda avec étonnement. « Comment savez-vous que je suis un oiseau de nuit ?» Emma haussa les épaules. « Vos emails sont toujours horodatés entre minuit et 4 heures du matin, et vos yeux portent souvent les traces d'insomnie chronique. » Un silence s'installa entre eux, plus confortable que tous ceux qu'ils avaient partagés jusqu'alors. Pour la première fois, ils semblaient se voir vraiment, non plus comme des parties contractuelles, mais comme deux êtres humains liés par cette vie qu'ils avaient créée ensemble, bien que d'une manière non conventionnelle. « Comment allez-vous l'appeler » osa demander Emma, brisant un tabou tacite. Jusqu'à présent, ils n'avaient jamais discuté de l'après, ce moment où elle remettrait l'enfant à Thomas et disparaîtrait de leur vie. Thomas sembla surpris par la question. « Je n'y ai pas encore réfléchi. J'imagine que je devrais commencer à considérer des prénoms appropriés. » Appropriés pourquoi? Pour une héritière Renoir, bien sûr, un nom qui inspire le respect et la confiance dans le monde des affaires. Emma ne put s'empêcher de sourire tristement. Elle aura à peine le temps d'être un bébé avant que vous ne la prépariez à reprendre votre empire. Thomas fronça les sourcils. « N'est-ce pas précisément pourquoi nous avons conclu cet arrangement? Pour que j'aie un héritier? Une héritière, corrigea doucement Emma. Une petite fille qui aura besoin d'amour et d'attention avant de pouvoir s'intéresser au cours de la bourse. » Le visage de Thomas se ferma à nouveau, le moment de connexion évanoui. « Je m'assurerai qu'elle reçoive la meilleure éducation possible, les meilleures nourrices, les meilleures écoles, les meilleurs tuteurs. Et qui lui lira des histoires avant de dormir? Qui la consolera quand elle fera des cauchemars? Qui l'emmènera au parc pour nourrir les canards? Ce ne sera certainement pas vous, mademoiselle Serra, répliqua sèchement Thomas. N'oubliez pas les termes de notre contrat. » Ces mots frappèrent Emma comme une gifle, lui rappelant brutalement la réalité de leur arrangement. L'enfant qu'elle portait, sa Lily secrète, ne serait jamais vraiment la sienne. Elle n'était qu'un vaisseau, un moyen d'arriver à une fin. À mesure que la date d'accouchement approchait, l'angoisse d'Emma grandissait. Chaque jour la rapprochait du moment où elle devrait dire adieu à cette petite fille qui faisait désormais partie d'elle. Dans ces moments les plus sombres, elle envisageait de s'enfuir, de disparaître avec l'enfant, de briser le contrat malgré les conséquences juridiques et financières catastrophiques que cela entraînerait. Mais la raison finissait toujours par l'emporter. Thomas la retrouverait, utiliserait toutes ses ressources pour récupérer sa fille, et Emma perdrait tout, y compris la possibilité de continuer à financer les traitements de sa mère. Le docteur Moreau avait programmé une césarienne pour la 38e semaine de grossesse, conformément aux instructions de Thomas, qui ne voulait laisser aucune place à l'imprévu. Tout était minutieusement planifié, comme une transaction commerciale particulièrement complexe. 2 semaines avant la date, prévue cependant, la nature décida de s'inviter dans ce plan parfait. Les premières contractions réveillèrent Emma au milieu de la nuit. D'abord légères, puis de plus en plus intenses. L'infirmière de garde appela immédiatement le docteur Moreau, qui confirma que le travail avait commencé. « C'est trop tôt », s'inquiéta Emma alors qu'on l'installait dans la voiture qui la conduirait à la clinique privée où tout avait été préparé. « Tout ira bien », la rassura l'infirmière. 36 semaines, c'est presque à terme. Le bébé est parfaitement développé. Thomas fut informé et promit de les rejoindre à la clinique dès que possible. Il était en voyage d'affaires à Londres, mais son jet privé le ramènerait à Paris en moins de 2 heures. Le travail progressa rapidement, trop rapidement. À son arrivée à la clinique, Emma était déjà dilatée à 8 cm. Le docteur Moreau, arrivé en urgence, décida qu'une césarienne serait désormais plus risquée qu'un accouchement naturel. « Mais Monsieur Renoir a spécifiquement demandé, » commença l'infirmière. « Je suis médecin, pas exécutant », coupa sèchement le docteur Moreau. La santé de la mère et de l'enfant prime sur les préférences de Monsieur Renoir. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de douleurs, d'efforts et finalement de miracles. À 4h17 du matin, la petite fille poussa son premier cri, un son puissant qui résonna dans la salle d'accouchement comme une déclaration de vie. « Elle est parfaite », murmura le docteur Moreau en plaçant le bébé sur la poitrine d'Emma. « Félicitations !» Emma regarda pour la première fois le visage de celle qu'elle avait secrètement appelée Lily pendant des mois. Un visage minuscule, aux traits délicats, encadré par quelques mèches de cheveux noirs, les cheveux de Thomas. Les yeux du bébé s'ouvrirent brièvement,
révélant une couleur bleue indéterminée qui changerait probablement avec le temps. Cet instant de bonheur pur fut brutalement interrompu par l'arrivée fracassante de Thomas dans la salle d'accouchement. Son visage habituellement impassible était déformé par la colère et autre chose, de la peur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» exigea-t-il de savoir. « Pourquoi n'avez-vous pas procédé à la césarienne comme prévu ?» Le docteur Moreau lui expliqua calmement la situation, mais Thomas semblait à peine l'écouter, son regard fixé sur le bébé blotti contre Emma. « Elle va bien ?» demanda-t-il finalement, sa voix étrangement rauque. « Elle est en parfaite santé », confirma un médecin. 3,2 kg, 49 cm, tous les réflexes normaux. Thomas s'approcha lentement comme hypnotisé par la vision de sa fille. Emma, épuisée mais toujours consciente de la situation, savait que ces moments seraient les derniers qu'elle partagerait avec le bébé. Selon le contrat, l'enfant devait être immédiatement pris en charge par la nounou, déjà engagée par Thomas. « Voulez-vous la tenir ?» proposa-t-elle doucement, offrant un dernier geste de générosité à cet homme qui allait lui arracher une partie d'elle-même. Thomas hésita, visiblement mal à l'aise. Il avait dirigé des équipes de centaines de personnes, négocié des contrats de milliards d'euros, mais l'idée de tenir ce minuscule être humain semblait le terrifier complètement. « Je ne sais pas comment faire », admit-il avec une vulnérabilité qui surprit Emma. « Asseyez-vous ici », indiqua-t-elle, en désignant le bord du lit, « et tendez vos bras. » Avec une douceur infinie, elle plaça le bébé dans les bras de son père. Thomas resta parfaitement immobile, comme si le moindre mouvement risquait de briser cette créature fragile. « Soutenez sa tête », murmura Emma. « Voilà, comme ça. » Le regard que Thomas posa alors sur sa fille changea tout. Une transformation subtile mais profonde s'opéra sur son visage, comme si une lumière intérieure s'était soudain allumée. Pendant un instant fugace, Emma crut voir des larmes briller dans les yeux de cet homme qu'elle avait toujours considéré comme dépourvu d'émotion. Elle « Qu'est-ce extraordinaire ?» murmura-t-il, répétant sans s'en rendre compte les mêmes mots qu'il avait prononcés la première fois qu'il avait senti sa fille bouger. La petite choisit ce moment pour ouvrir à nouveau les yeux, semblant fixer son père avec une intensité surprenante pour un nouveau-né. Un petit poing se libéra de la couverture et Thomas, instinctivement, offrit son doigt que le bébé agrippa avec une force étonnante. « J'ai pensé à un prénom », dit soudain Emma, sachant qu'elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de faire cette suggestion. « Lily !» Thomas leva les yeux vers elle, surpris. « Lily ?» Ça signifie pureté, innocence, et les lys sont des fleurs à la fois belles et résilientes. Thomas reporta son attention sur le bébé, testant le prénom comme on goûte un vin rare. Lily Renoir. Le moment fut interrompu par l'arrivée de l'infirmière-chef qui annonça que le bébé devait être emmené pour les examens post-nataux standards. Thomas se leva, remettant sa fille à l'infirmière avec une réticence visible qui n'échappa pas à Emma. Une fois seule, un silence pesant s'installa entre eux. Emma sentait les larmes monter, mais elle s'efforça de les contenir. Elle avait accepté ce contrat en connaissance de cause. Pleurer maintenant ne changerait rien à la situation. « Vous avez été remarquable », dit finalement Thomas, surprenant Emma par ce compliment inattendu. « Je vous suis reconnaissant. Prenez bien soin d'elle », répondit simplement Emma, sa voix trahissant malgré elle l'émotion qui l'étreignait. Thomas hocha la tête, soudain mal à l'aise. « Conformément à notre accord, le reste de la somme sera versé sur votre compte aujourd'hui même. Mes avocats vous contacteront pour les dernières formalités administratives. » Et c'était tout. 9 mois de sa vie, résumés en une transaction financière. Emma ferma brièvement les yeux, sentant une fatigue écrasante s'abattre sur elle. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais me reposer maintenant, » dit-elle, incapable de supporter plus longtemps la présence de cet homme qui allait élever sa Lily sans elle. Thomas parut sur le point d'ajouter quelque chose, mais se ravisa. Il quitta la chambre d'un pas rapide, comme pressé de mettre fin à cette interaction inconfortable. Emma laissa enfin couler ses larmes, pleurant silencieusement la perte de cet enfant qu'elle n'avait tenu dans ses bras que quelques minutes, mais qui avait partagé son corps pendant 9 mois. Une douleur bien plus profonde que celle de l'accouchement lui déchirait la poitrine. 3 jours plus tard, Emma quittait la clinique, physiquement rétablie mais émotionnellement dévastée. L'appartement luxueux qui avait été sa prison dorée pendant sa grossesse était désormais vide de sa présence.
Ses affaires avaient été transférées dans un nouveau logement, plus spacieux et confortable que son ancien appartement, mais infiniment vide sans la présence de Lily. Sa mère, dont l'état s'était considérablement amélioré grâce aux traitements coûteux, l'accueillit avec un mélange de joie et de tristesse. Emma lui avait finalement raconté une version édulcorée de la vérité, que le père de l'enfant, un homme riche et puissant, avait obtenu la garde exclusive de leur fille, suite à un accord légal qu'elle avait signé dans un moment de désespoir financier. « Tu pourras la revoir un jour », tentait de la consoler Lucie, ignorant les termes implacables du contrat qui interdisait formellement tout contact futur. Emma se contentait de hocher la tête, incapable d'anéantir ce dernier espoir chez sa mère. Dans ses moments les plus sombres, elle regrettait amèrement sa décision, se demandant si sauver la vie de sa mère valait le prix de ce vide béant qui habitait désormais son cœur. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Emma utilisa une partie de l'argent pour terminer ses études d'art, cherchant désespérément à se reconstruire une vie qui aurait un sens. Elle fit des dons généreux à des associations d'aide à l'enfance, comme une forme de pénitence silencieuse. Parfois, elle s'arrêtait devant les vitrines de vêtements pour bébés, imaginant Lily dans ses petites robes colorées, se demandant si Thomas lui achetait de jolies choses ou s'il laissait ce soin à des employés anonymes. 6 mois après la naissance, alors qu'Emma commençait tout juste à retrouver un semblant d'équilibre, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Mademoiselle Serra, la voix de Thomas était immédiatement reconnaissable, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « J'aurais besoin de vous voir, c'est important. »« Notre contrat est terminé, monsieur Renoir », répondit froidement Emma, luttant contre la vague d'émotions que cette simple voix avait déclenchée en elle. « Je n'ai plus rien à vous dire. C'est à propos de Lily, dit-il simplement. Le cœur d'Emma manqua un battement. Lily. Il l'avait vraiment appelée Lily. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-elle immédiatement, l'inquiétude l'emportant sur la rancœur. « Elle est en parfaite santé, la rassura Thomas. Mais j'ai besoin de vous parler. En personne. » Contre son meilleur jugement, Emma accepta de le rencontrer. Le lendemain, à sa grande surprise, ce ne fut pas dans un bureau impersonnel que Thomas lui donna rendez-vous, mais dans un petit parc près de la Seine. Lorsqu'elle arriva, son cœur s'arrêta presque de battre. Thomas était là, assis sur un banc, avec une poussette à côté de lui. Dans cette poussette, emmitouflée dans une couverture rose pâle, dormait paisiblement Lily. Emma s'approcha lentement, comme dans un rêve, incapable de détacher son regard de ce petit visage qu'elle n'avait pas vu depuis 6 mois. Les traits de Lily s'étaient affinés, révélant une ressemblance frappante avec son père, mais avec une douceur qui était uniquement la sienne. « Elle a tellement grandi », murmura Emma, s'asseyant à côté de Thomas, ses yeux rivés sur le bébé. « Elle change chaque jour », acquiesça Thomas, et quelque chose dans sa voix alerta Emma. Il semblait différent, plus doux, mais aussi étrangement vulnérable. « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» demanda-t-elle finalement, redoutant la réponse. Allait-il lui demander de signer quelque nouveau document légal, de renoncer formellement à des droits qu'elle ne possédait déjà plus? Thomas prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « J'ai commis une erreur, » dit-il finalement. « Une terrible erreur. » Emma le regarda sans comprendre. « Que voulez-vous dire ? Je croyais que je pouvais faire ça seule. Élever un enfant comme on gère une entreprise, avec efficacité et détachement. J'avais tout prévu. Les meilleures nourrices, les meilleurs pédiatres, un environnement parfaitement contrôlé. » Il passa une main sur son visage, un geste de fatigue qu'Emma ne lui avait jamais vu faire auparavant. Mais je n'avais pas prévu de l'aimer à ce point. Emma resta silencieuse, sentant que Thomas avait besoin d'exprimer quelque chose de profondément personnel et difficile pour lui. Le premier mois, tout semblait se dérouler selon le plan. Lily était principalement avec sa nounou, je la voyais brièvement matin et soir, entre 2 réunions. Puis un jour, elle a attrapé un simple rhume. Rien de grave, mais elle pleurait, elle était inconfortable. Et soudain, rien d'autre n'avait d'importance. J'ai annulé des rendez-vous cruciaux, repoussé des décisions qui ne pouvaient pas attendre, juste pour rester à côté de son berceau et m'assurer qu'elle respirait normalement. Il eut un petit rire dénué d'humour. Mes associés pensent que je perds la tête. Peut-être ont-ils raison. Je me surprends à lui parler de ma journée, comme si elle pouvait comprendre. Je lui montre des tableaux dans ma collection. Je lui explique les différences entre un Monet et un Manet. « Vous êtes simplement en train de devenir un père » dit doucement Emma, touchée malgré elle par cette transformation inattendue.
C'est bien plus que ça, répondit Thomas en la regardant directement dans les yeux. Je réalise que j'ai été incroyablement arrogant. J'ai cru que je pouvais commander une enfant comme on commande une voiture sur mesure, en spécifiant exactement ce que je voulais. J'ai traité la maternité comme une transaction commerciale, vous traitant comme un incubateur temporaire. Il se tut un instant, visiblement ému. Et maintenant, chaque jour, quand je regarde Lily, je me demande ce que vous lui auriez dit, comment vous l'auriez consolée quand elle pleure, quelle chanson vous lui auriez chantée. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi me dites-vous tout cela? Pour me torturer davantage? » « Non, répondit Thomas avec une sincérité désarmante. Pour vous demander pardon et pour vous proposer quelque chose que je n'aurais jamais cru envisager il y a encore quelques mois. » À cet instant précis, Lily s'éveilla, ses petits yeux papillonnant avant de s'ouvrir complètement. Ils étaient désormais d'un bleu-gris identique à ceux de son père. Elle émit un petit gazouillis joyeux en apercevant Thomas. « Elle vous reconnaît » murmura Emma, émerveillée et déchirée à la fois. « Elle vous reconnaîtra aussi » dit doucement Thomas, « si vous acceptez de faire partie de sa vie. » Emma le dévisagea, incrédule. « Que voulez-vous dire exactement? Je veux déchirer ce contrat absurde. Je veux que Lily connaisse la femme extraordinaire qui lui a donné la vie, qui a sacrifié 9 mois de son existence pour elle. Je veux qu'elle ait une mère, pas juste une succession de nourrices professionnelles. Mais je ne suis pas sa mère biologique, rappela Emma confuse. L'ovule venait d'une donneuse anonyme. Thomas eut un geste impatient de la main. La biologie n'a aucune importance. Vous l'avez portée, vous lui avez parlé pendant des mois, vous l'avez nourrie de votre corps, et vous l'aimez, n'est-ce pas? Plus que tout au monde, admit Emma dans un souffle. Alors c'est tout ce qui compte. Emma regardait alternativement Thomas et Lily, incapables de croire ce qui se passait. Était-ce un cruel jeu de sa part? Une nouvelle forme de contrat avec des clauses cachées? Je ne comprends pas ce que vous me proposez exactement, dit-elle prudemment. Thomas sembla hésiter, cherchant visiblement les mots justes. Je vous propose de partager sa vie, d'être présente pour elle, de l'élever ensemble, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre? Répéta Emma, sentant qu'il y avait plus qu'il n'osait dire. Thomas détourna brièvement le regard, fixant l'horizon au-delà de la scène. Ces 6 derniers mois m'ont changé, Emma. Pas seulement comme père, mais comme homme. J'ai commencé à remettre en question tout ce que je croyais savoir, sur les affaires, sur les relations humaines, sur ce qui donne véritablement un sens à l'existence. Il reporta son attention sur elle, son regard plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu. Je ne vous demande pas de me pardonner immédiatement pour la façon dont je vous ai traité. Je ne mérite pas ce pardon. Mais peut-être qu'avec le temps, pour Lily, nous pourrions apprendre à construire quelque chose qui ressemblerait à une famille. Le mot « famille » résonna dans l'esprit d'Emma comme un écho lointain d'un rêve qu'elle avait abandonné en signant ce contrat infernal. « Est-ce que je peux… » Elle hésita, n'osant pas formuler sa demande. « La tenir » compléta Thomas. « Bien sûr. » Avec des gestes d'une douceur infinie, il souleva Lily de la poussette et la plaça dans les bras d'Emma. Le contact de ce petit corps chaud contre sa poitrine déclencha une vague d'émotions si puissante qu'Emma crut que son cœur allait exploser. Lily la regarda avec curiosité, puis, à sa grande surprise, lui offrit un sourire radieux, comme si elle reconnaissait d'une certaine manière cette femme qui l'avait portée. « Bonjour Lily » murmura Emma, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Thomas les observait, un mélange complexe d'émotions traversant son visage, habituellement impassible. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose de nouveau semblait naître entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais peut-être la possibilité d'un respect mutuel, d'une compréhension qui pourrait, avec le temps, évoluer vers quelque chose de plus profond. « J'ai besoin de temps », dit finalement Emma, berçant doucement Lily contre elle, « pour réfléchir à tout ça, pour comprendre ce que cela signifie vraiment. » Bien sûr, acquiesça Thomas. Prenez tout le temps nécessaire, mais sachez que, quelle que soit votre décision, Lily aura toujours une place pour vous dans sa vie. J'ai compris trop tard que vous faire disparaître complètement était non seulement cruel envers vous, mais aussi envers elle. Emma regarda à nouveau ce petit visage qui la fixait avec une confiance absolue et sut au fond d'elle-même que sa décision était déjà prise. Pour Lily, elle était prête à tout, même à construire une relation avec l'homme qu'il avait d'abord traité comme un simple moyen d'arriver à ses fins, mais qui semblait désormais capable de remords authentiques et peut-être même de changement. « Je veux faire partie de sa vie », dit-elle simplement. « Le reste, nous le découvrirons au fur et à mesure. »
Thomas hocha la tête, une expression de soulagement et de gratitude illuminant son visage habituellement sévère. « C'est tout ce que je demande. Une chance de réparer ce que j'ai brisé. » Alors qu'il restait assis là, sur ce banc de parc, formant un tableau improbable mais étrangement harmonieux, Emma se surprit à penser que, parfois, les erreurs les plus terribles pouvaient ouvrir la voie à des possibilités inattendues. Le contrat qui avait d'abord semblé être une transaction froide et déshumanisante avait, contre toute attente, donné naissance non seulement à Lily, mais peut-être aussi à une forme de rédemption pour Thomas et à un nouvel espoir pour elle-même. L'avenir restait incertain, plein de défis et de conversations difficiles à venir. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait remis Lily aux infirmières après l'accouchement, Emma sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Et tandis que le soleil commençait à décliner sur la Seine, baignant Paris dans une lumière dorée, elle se permit d'imaginer un futur où Lily grandirait entourée non pas de contrats et de conditions, mais d'amour et de possibilités infinies. Les premières semaines qui suivirent leur rencontre au parc furent marquées par une prudence mutuelle. Emma commença par de courtes visites au domaine de Thomas, une immense propriété à Neuilly-sur-Seine dont les jardins semblèrent s'étendre à l'infini. La première fois qu'elle franchit le portail imposant, escortée par un chauffeur silencieux, elle fut saisie par le contraste entre ce monde d'opulence et l'appartement modeste qu'elle partageait désormais avec sa mère. Le manoir Renoir, avec ses 20 pièces, ses œuvres, d'art inestimable et son personnel nombreux, était un univers à part. Thomas y avait aménagé pour Lily une nurserie qui ressemblait à un petit palais, mobile musical en argent massif, peluches importées d'artisans japonais, babyphone dernier cri avec moniteur cardiaque intégré. Au milieu de ce luxe ostentatoire, la petite Lily, avec ses 6 mois à peine, semblait étonnamment simple et authentique, s'illuminant d'un sourire radieux à chaque apparition d'Emma. « Elle vous reconnaît », observa la nounou principale, une femme d'une 50aine d'années au professionnalisme impeccable. C'est fascinant compte tenu des circonstances. Emma se garda bien de répondre, incertaine de ce que le personnel savait exactement de son histoire avec Thomas. Les rumeurs devaient pourtant aller bon train. Le grand Thomas Renoir, célibataire endurci et workaholic notoire, présentant soudain une jeune femme inconnue comme partie intégrante de la vie de sa fille mystérieusement apparue. Lors de ses premières visites, Thomas se montrait courtois mais distant, presque timide. Une qualité qu'Emma n'aurait jamais associée à cet homme d'affaires impitoyable. Il l'observait interagir avec Lily, notant chaque geste, chaque mot, chaque chanson qu'elle lui chantait, comme s'il compilait mentalement un manuel sur l'art d'être parent. « Comment faites-vous pour savoir exactement ce dont elle a besoin ?» demanda-t-il un jour, après qu'Emma eut calmé en quelques minutes une Lily inconsolable que ni lui, ni la nourrice n'avaient réussi à apaiser. Emma haussa les épaules. « Je ne sais pas, l'instinct peut-être. »« Je ne crois pas aux instincts, » répondit Thomas avec une pointe de frustration. « Tout s'apprend, tout s'acquiert. »« Pas tout, » murmura Emma, berçant doucement Lily qui s'endormait contre sa poitrine. « Certaines choses ne peuvent ni s'acheter, ni s'apprendre dans les livres. » Cette conversation marqua un tournant. Le lendemain, Emma reçut un appel de l'assistante personnelle de Thomas, l'informant qu'une voiture viendrait la chercher pour l'emmener dîner au manoir après que Lily serait couchée. Un dîner en tête-à-tête avec Thomas Renoir, la perspective était aussi intrigante qu'intimidante. Le repas, servi dans une salle à manger dont le lustre en cristal de baccarat valait probablement plus que tout ce qu'Emma avait possédé dans sa vie, commença dans une atmosphère tendue. Thomas, habituellement si éloquent dans le monde des affaires, semblait chercher ses mots. « J'aimerais vous proposer un arrangement », dit-il finalement après que le personnel eut servi l'entrée puis discrètement disparu. Emma se raidit instantanément. « Un autre contrat ?» Thomas eut la décence de paraître embarrassé. « Pas un contrat. Une proposition. J'aimerais que vous emménagiez ici, dans l'ailesse du manoir. Vous auriez votre propre appartement privé, totalement indépendant. Votre mère serait bien entendu la bienvenue également. » Emma reposa lentement sa fourchette. « Pourquoi ?» ?»« Pour Lily. Elle a besoin de vous, c'est évident. Et j'ai besoin d'apprendre de vous. Comment être un parent? Comment comprendre ce que les livres de psychologie infantile ne m'expliquent pas ?» La proposition était tentante et terrifiante à la fois. Vivre sous le même toit que Thomas Renoir, l'homme qu'il avait traité comme une marchandise avant de reconnaître son erreur. Être présente quotidiennement pour Lily, la voir grandir, s'éveiller au monde. Mais à quel prix?
Je ne serai pas votre employé, précisa Emma, son regard soutenant celui de Thomas avec une assurance nouvelle. Je ne recevrai pas d'ordre concernant Lily ou quoi que ce soit d'autre. Bien sûr que non, acquiesça Thomas, avec une sincérité qui l'a surpris. Vous seriez une partenaire dans l'éducation de Lily. Et ma carrière? J'ai repris mes études d'art, j'ai des projets. Thomas sembla réellement intéressé. Quel projet? J'aimerais ouvrir une petite galerie, exposer des artistes émergents, peut-être donner des cours à des enfants défavorisés. Un léger sourire apparut sur le visage habituellement impassible de Thomas. L'aile et dispose d'un atelier vitré donnant sur les jardins. Il était destiné à un peintre que mon père admirait et qui n'est jamais venu. Il est inoccupé depuis 30 ans. Cette attention à ses aspirations toucha Emma plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pendant toute la durée de leur arrangement précédent, Thomas n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour ses rêves ou ses ambitions. « Je dois y réfléchir », dit-elle finalement. « En parler avec ma mère. »« Bien sûr », acquiesça Thomas. « Prenez votre temps. » Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue, presque cordiale. Thomas lui parla de ses projets d'entreprise, notamment une nouvelle division pharmaceutique dédiée aux maladies rares, un changement radical par rapport à la stratégie commerciale agressive qui avait fait la fortune de Morel. En fils, Lily m'a fait réaliser que certaines choses sont plus importantes que la maximisation des profits, admit-il, révélant une facette de lui-même qu'Emma n'aurait jamais soupçonnée quelques mois plus tôt. 2 semaines plus tard, Emma et sa mère emménageaient dans l'aile est du manoir Renoir. L'appartement qui leur était alloué était en réalité une maison à part entière, avec 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine équipée et l'atelier promis, un espace lumineux qui dépassait tout ce qu'Emma avait pu imaginer pour son travail artistique. Lucie, dont la santé s'améliorait progressivement, semblait enchantée par ce nouveau départ. La présence de Lily dans sa vie lui apportait une joie qu'Emma n'avait pas vue sur son visage depuis le début de sa maladie. « Cette petite est un miracle », disait-elle souvent en observant Emma et Lily jouer ensemble dans le jardin. « Et son père n'est peut-être pas le monstre que tu décrivais initialement. » Emma gardait ses réserves. Thomas se montrait certes différent, plus ouvert, plus attentionné, parfois même vulnérable, mais elle n'oubliait pas l'homme froid et calculateur qui lui avait fait signer ce contrat déshumanisant. La confiance mettrait du temps à s'établir, si elle s'établissait un jour. Pourtant, au fil des semaines, une routine étrange mais confortable s'installa. Le matin, Emma prenait le petit déjeuner avec Lily dans la cuisine principale, parfois rejointe par Thomas, lorsque son emploi du temps le permettait. La journée, elle partageait son temps entre Lily et son travail artistique, redécouvrant avec émerveillement sa passion pour la peinture. Le soir, ils dînaient souvent tous ensemble, Emma, sa mère, Thomas et Lily, formant une famille improbable, mais de plus en plus soudée. Le premier anniversaire de Lily arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Thomas, à la surprise générale, insista pour organiser lui-même la fête, congédiant l'événementiel de luxe qu'il employait habituellement pour ses réceptions d'affaires. « Je veux que ce soit personnel », expliqua-t-il à Emma alors qu'ils discutaient des préparatifs. Pas une démonstration de richesse ou de statut social. La transformation de Thomas continua de surprendre Emma. L'homme qui autrefois calculait la valeur de chaque minute de son temps en milliers d'euros passait désormais des heures à 4 pattes sur le tapis, jouant avec Lily, lui lisant des histoires, mémorisant les paroles de comptines enfantines qu'Emma lui avait apprises. Le jour de l'anniversaire, Thomas fit une annonce qui laissa Emma sans voix. « J'ai modifié mon testament », déclara-t-il, alors qu'ils observaient Lily s'émerveiller devant son gâteau d'anniversaire. Une simple création à la fraise, loin des extravagances sucrées que son statut aurait pu commander. « Tu es désormais légalement reconnue comme la mère de Lily, avec tous les droits parentaux que cela implique. Si quelque chose devait m'arriver, elle resterait avec toi. » Le tutoiement, apparu progressivement entre eux au cours des derniers mois, rendait cette déclaration encore plus intime. « Thomas, je ne sais pas quoi dire », balbutia Emma, véritablement émue par ce geste qui effaçait définitivement l'infâme contrat initial. « Ne dis rien, c'est simplement la reconnaissance d'une vérité que j'ai été trop aveugle pour voir au départ. » Il hésita un instant avant d'ajouter « Lily a besoin de sa mère, et cette mère, c'est toi, Emma. Ça l'a toujours été. » Cette reconnaissance officielle changea quelque chose dans leur dynamique. Emma se sentit enfin pleinement légitime dans son rôle maternel,
plus seulement une visiteuse tolérée ou une conseillère parentale, mais véritablement la mère de Lily, aux yeux du monde et de la loi. Les mois suivants virent leur étrange famille se consolider davantage. Thomas réduisit progressivement ses heures de travail, déléguant certaines responsabilités à ses directeurs pour être plus présent dans la vie quotidienne de Lily. Emma, de son côté, ouvrit sa galerie d'art dans le 11e arrondissement, un espace modeste mais chaleureux qui commençait à se faire un nom dans le milieu des arts contemporains. La relation entre Emma et Thomas évoluait elle aussi, subtilement mais sûrement. Ce n'était pas de l'amour romantique, pas encore, mais une complicité profonde, un respect mutuel et une tendresse partagée pour l'enfant qui les unissait. Un soir, alors que Lily venait de fêter son 2e anniversaire, Thomas invita Emma à dîner dans un petit restaurant discret du Marais, loin des établissements étoilés qu'il fréquentait habituellement pour ses rendez-vous d'affaires. « J'ai quelque chose à te demander », dit-il après le dessert, une nervosité inhabituelle perceptible dans sa voix. Quelque chose d'important. Emma sentit son cœur s'accélérer, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Lily commence à poser des questions, poursuivit Thomas. Sur qui nous sommes, sur notre famille. Elle est petite mais terriblement perspicace. Elle remarque que les autres enfants qu'elle rencontre au parc ont des parents qui vivent ensemble, qui partagent leur vie différemment de nous. C'est normal qu'elle s'interroge, répondit prudemment Emma. Nous lui expliquerons à mesure qu'elle grandira. Il existe toutes sortes de familles aujourd'hui. Justement, acquiesça Thomas, je me demandais si tu accepterais que nous formalisions davantage notre situation. Emma le dévisagea confuse. Que veux-tu dire exactement? Thomas sembla chercher ses mots, lui qui était habituellement si éloquent. Je ne te propose pas un mariage traditionnel. Je sais que nos débuts ont été problématiques, pour utiliser un euphémisme, et je ne prétends pas qu'il y a entre nous ce qu'on appelle communément de l'amour romantique. Alors que proposes-tu? Demanda Emma, surprise par la déception qu'elle ressentait face à cette clarification. Un partenariat officiel, une union basée sur le respect, l'amitié profonde qui s'est développée entre nous et notre amour commun pour Lily. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne te demande pas de m'aimer comme on aime dans les romans, Emma. Je te demande si tu serais prête à construire quelque chose de plus permanent avec moi, pour Lily et peut-être pour nous aussi. Emma resta silencieuse un long moment, assimilant cette proposition inattendue. Tu me demandes de t'épouser par raison, pour le bien-être de Lily? Pas uniquement. Thomas prit une profonde inspiration. Ces 2 dernières années m'ont transformé, Emma. Tu m'as transformé. La façon dont tu vois le monde, dont tu apprécies les petites joies quotidiennes, dont tu t'émerveilles devant un coucher de soleil ou un dessin maladroit de Lily. Tu m'as appris à vivre différemment. Et je ne veux plus perdre cela. Ce n'est toujours pas de l'amour, Thomas, murmura Emma, troublée par sa propre réaction à ces paroles. L'amour a 1000 visages, répondit-il doucement. Ce que je ressens pour toi n'est peut-être pas ce qu'on célèbre dans les chansons ou les films, mais c'est profond, sincère et grandissant chaque jour. Si tu veux l'appeler autrement qu'amour, libre à toi. Mais ne le sous-estime pas pour autant. Emma ne donna pas sa réponse ce soir-là. Elle avait besoin de réfléchir, de consulter sa mère et surtout d'être honnête avec elle-même sur ses propres sentiments. Thomas respecta ce besoin d'espace et de temps. Les semaines suivantes furent marquées par une introspection profonde. Emma s'interrogeait sur ce qu'elle ressentait vraiment pour Thomas, de la gratitude certainement, pour avoir reconnu ses erreurs et changé si fondamentalement, du respect pour sa dévotion à Lily, pour sa capacité à remettre en question ses valeurs et ses priorités, de l'affection pour l'homme vulnérable et authentique qu'il devenait progressivement derrière la façade du magnate impitoyable. Était-ce suffisant pour bâtir une vie commune? Pour officialiser leur étrange famille? Sa mère, avec la sagesse que seule l'expérience peut apporter, lui offrit une perspective qui la fit réfléchir. L'amour passionné des débuts finit toujours par se transformer, ma chérie. Ce qui reste, c'est le respect, la tendresse, la complicité quotidienne. Beaucoup de mariages commencent par la passion et espèrent développer ces qualités avec le temps. Vous les avez déjà. Un matin de printemps, alors que Thomas, Emma et Lily pique-niquaient dans le jardin du manoir, un moment de clarté frappa Emma. Observant Thomas qui aidait patiemment Lily à construire une couronne de pâquerettes, elle réalisa que malgré le chemin tortueux et peu conventionnel qu'ils avaient parcouru, une forme d'amour profond s'était effectivement développée entre eux. « Oui », dit-elle simplement.
interrompant Thomas qui expliquait à Lily comment entrelacer les tiges des fleurs. Il leva les yeux, confus. « Oui quoi? Oui à ta proposition. Oui à notre partenariat, notre union, notre famille. » Le visage de Thomas s'illumina d'une joie qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Pur, sans calcul, sans réserve, il se leva et la prit dans ses bras, un geste spontané qui surprit Lily autant qu'Emma elle-même. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda la petite fille, abandonnant sa couronne de fleurs à moitié terminée. Thomas et Emma échangèrent un regard complice avant de s'agenouiller à sa hauteur. « Nous allons devenir une famille encore plus officielle », expliqua doucement Emma. « Ton papa et moi allons nous marier. » « Ça veut dire quoi ?» demanda Lily, ses grands yeux gris-bleu pleins de curiosité. « Ça veut dire que nous nous promettons de rester ensemble, de nous soutenir et de t'aimer toujours, tous les trois, » répondit Thomas, avec une simplicité touchante. Lily sembla réfléchir intensément à cette explication avant de déclarer avec la logique implacable des enfants « Mais vous faites déjà ça !» Emma et Thomas éclatèrent de rire, reconnaissant la vérité dans cette observation innocente. Ils formaient déjà une famille dans tous les sens qui importaient vraiment. Le mariage ne serait qu'une reconnaissance officielle de ce qui existait déjà. La cérémonie qui eut lieu 3 mois plus tard fut à l'image de leur relation, peu conventionnelle, mais profondément authentique. Pas de réception extravagante, ni de liste d'invités remplie de célébrités et de personnalités influentes. Juste une cérémonie intime dans le jardin du manoir, en présence de Lucie, de quelques amis proches et bien sûr de Lily, ravissante dans sa robe de demoiselle d'honneur, portant fièrement les alliances sur un coussin brodé. Les vœux qu'ils échangèrent reflétèrent leur parcours unique. Thomas évoqua sa transformation, sa gratitude envers Emma pour lui avoir montré une autre façon de voir le monde, et sa promesse de continuer à grandir et à apprendre à ses côtés. Emma parla de pardon, de deuxième chance et de la famille extraordinaire qu'ils avaient créée contre toute attente. De notre contrat de vie initial, nous avons forgé quelque chose de bien plus précieux qu'aucun document légal ne pourrait capturer, conclut-elle, des larmes d'émotion brillant dans ses yeux. Le baiser qu'ils échangèrent, leur premier véritable baiser, scella non pas un contrat, mais une promesse. Celle d'un avenir construit sur des fondations imparfaites mais solides, sur une compréhension mutuelle gagnée à travers les épreuves et sur un amour qui avait mûri lentement mais sûrement, comme le plus précieux des vins. 3 ans plus tard, Emma donna naissance à leur deuxième enfant, un petit garçon conçu cette fois dans l'amour et la tendresse, sans contrat ni condition. Ils l'appelèrent Léo, en hommage au grand-père de Thomas, le fondateur de l'Empire Renoir que Thomas dirigeait désormais avec une philosophie radicalement différente, privilégiant l'éthique et la responsabilité sociale sur les profits à court terme. La galerie d'art d'Emma s'était transformée en une fondation culturelle respectée, offrant des programmes artistiques aux enfants défavorisés et une plateforme d'exposition pour les artistes émergents. Lucie, complètement rétablie, y travaillait à temps partiel, ravie de participer à cette aventure qui donnait du sens à sa nouvelle chance de vie. Un soir d'été, alors que leurs enfants dormaient paisiblement et que le jardin embaumait le jasmin, Thomas et Emma s'assirent sur la terrasse, contemplant le chemin parcouru. « Parfois, je n'arrive pas à croire que tout a commencé par ce contrat horrible, » murmura Emma, blottie contre l'épaule de Thomas. « Le pire jour de ma vie a fini par mener au meilleur, » répondit-il en caressant doucement ses cheveux. « Je ne méritais pas cette seconde chance, mais je remercie chaque jour le destin, ou Dieu, comme dirait ta mère, de me l'avoir accordé. » Emma sourit, repensant à l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré dans ce bureau intimidant 5 ans plus tôt. Tu sais ce qui est le plus ironique? Tu voulais un héritier pour ton empire, quelqu'un formé à ton image. Et finalement, c'est toi qui as été transformé par cette petite fille. Thomas acquiesça, un sourire reflétant la sagesse durement acquise. J'ai compris que la véritable richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les propriétés. Elle était juste là, sous mes yeux, attendant que je la reconnaisse. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la paix de cet instant, conscients de la rareté et de la préciosité de leur bonheur durement gagné. « Je t'aime », murmura finalement Thomas, des mots qu'il avait mis des années à prononcer mais qui coulaient désormais naturellement de ses lèvres. « Pas parce que tu m'as donné une famille, pas parce que tu as pardonné l'impardonnable, mais pour qui tu es, ton courage, ta compassion, ton intégrité. »« Je t'aime aussi », répondit Emma, réalisant combien ces mots, autrefois impensables, étaient devenus une vérité fondamentale de son existence.
pour l'homme que tu es devenu, pour le père que tu es, pour le partenaire que tu as appris à être. Leur baiser sous les étoiles scella cette déclaration. Douce conclusion d'une histoire qui avait commencé dans la froideur d'un contrat commercial, mais qui s'était transformée en une symphonie d'amour authentique, imparfait, complexe, mais infiniment plus précieux que tous les millions qui avaient initialement défini leur relation. Et quelque part dans la maison endormie, Lily souriait dans son sommeil, inconsciente du rôle crucial qu'elle avait joué dans cette transformation extraordinaire, mais profondément aimée par deux personnes qui avaient appris, grâce à elle, que la vie ne pouvait être réduite à un simple contrat et que l'amour le plus vrai naissait parfois des circonstances les plus improbables. 10 années s'écoulèrent, transformant leur histoire inhabituelle en un récit de famille presque ordinaire, si ce n'était pour les circonstances extraordinaires de ses débuts. Lily avait désormais 12 ans, une préadolescente vive et curieuse aux yeux gris pénétrants hérités de son père et à la sensibilité artistique influencée par Emma. Léo, son frère de 7 ans, était un garçon espiègle à l'intelligence mathématique précoce et au rire contagieux qui illuminait le manoir Renoir. La fondation artistique d'Emma s'était développée en une institution respectée, avec 3 centres à travers Paris offrant des programmes d'art-thérapie pour enfants en difficulté et des résidences d'artistes venus du monde entier. Thomas avait réorienté l'Empire Renoir vers des investissements éthiques et une philosophie d'entreprise centrée sur l'humain, surprenant le monde des affaires par sa transformation de requin impitoyable en leader visionnaire défendant un capitalisme à visage humain. Leur mariage, né d'un arrangement pragmatique, s'était épanoui en une relation profonde et authentique, nourrie par des années de croissance mutuelle et de respect. Les rares personnes connaissant les détails de leur rencontre s'émerveillaient souvent de cette évolution improbable, comment un contrat froid avait donné naissance à l'une des unions les plus solides de leur entourage. Pourtant, malgré cette harmonie apparente, une question planait depuis des années, jamais véritablement abordée mais toujours présente en filigrane. Quand et comment révéler à Lily les circonstances exactes de sa naissance? Ce matin de printemps, alors que la famille prenait son petit déjeuner sur la terrasse baignée de soleil, la question surgit de la bouche même de Lily, avec la franchise désarmante propre à son âge. « Est-ce que j'ai été conçue dans une éprouvette ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma reposa lentement sa tasse de thé, échangeant un regard lourd de sens avec Thomas. Léo, inconscient de la tension soudaine, continuait à tartiner généreusement son pain de confiture de fraises. « Pourquoi cette question ?» demanda finalement Thomas, s'efforçant de maintenir un ton neutre malgré son trouble évident. Lily haussa les épaules avec cette nonchalance étudiée des préadolescents. « On étudie la génétique en cours de sciences. La prof a parlé de la FIV et des bébés éprouvettes. Certains élèves ont dit que ces enfants n'étaient pas vraiment naturels. Alors je me suis demandé, ce que disent ces élèves est stupide et blessant, intervint Emma, son instinct protecteur immédiatement en alerte. Tous les enfants sont également naturels, quelle que soit la manière dont ils ont été conçus. Lily hocha la tête, mais son regard perspicace allait de l'un à l'autre de ses parents. Vous n'avez pas répondu à ma question. Thomas prit une profonde inspiration. Ils avaient discuté de ce moment, Emma et lui, anticipant qu'il viendrait un jour. Ils avaient imaginé un cadre soigneusement préparé, peut-être avec l'aide d'un psychologue pour enfants, certainement pas un samedi matin ordinaire devant des croissants à moitié mangés. « Oui, tu as été conçu par FIV, admit-il finalement, choisissant la vérité plutôt que l'évitement. Mais cela ne change absolument rien à qui tu es ou à combien nous t'aimons. » Lily sembla digérer cette information avec un calme surprenant. « Je le savais, dit-elle simplement. J'ai trouvé des papiers dans ton bureau l'année dernière. » Emma blêmit. « Quels papiers exactement, ma chérie ? » « Un vieux contrat, entre papa et toi. » Les yeux de Lily, si semblables à ceux de Thomas, se plissèrent légèrement. « Il disait que tu étais payé pour me porter, que tu n'étais pas vraiment ma mère. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Le contrat, ce maudit contrat que Thomas avait conservé dans un dossier scellé, enfermé dans son coffre-fort personnel, comme un rappel de l'homme qu'il avait été et ne voulait plus jamais redevenir. « Lily » commença Thomas, mais Emma posa une main sur son bras, l'arrêtant doucement. « Peut-être devrions-nous avoir cette conversation sans Léo » suggéra-t-elle, avec un regard significatif vers leur fils qui, bien qu'absorbé par son petit déjeuner, ne manquait jamais une miette des conversations importantes. Lily se leva brusquement,
renversant presque son verre de jus d'orange. « Je ne suis pas un bébé. Je veux savoir maintenant. Est-ce que maman a été payée pour me porter? Est-ce qu'elle n'est pas ma vraie mère? Je vais emmener Léo nourrir les poissons du bassin. » intervint Lucie, qui prenait souvent ses repas avec la famille. Malgré ses 70 ans, elle restait vive et intuitive, comprenant immédiatement la gravité du moment. « Viens, mon petit, les carpes doivent avoir très faim ce matin. » Une fois Léo et sa grand-mère éloignés, un silence pesant s'abattit sur la terrasse. Thomas fut le premier à le rompre. « Lily, ce que tu as lu est un document ancien qui ne reflète en rien la réalité de notre famille aujourd'hui. » « Mais c'était vrai, insista-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Maman a été payée pour me porter comme une location d'utérus ?» Emma sentit son cœur se briser devant la crudité de cette formulation. « La vérité est complexe, Lily. Oui, il y a eu un contrat. Oui, de l'argent a été échangé. Mais ce n'est que le début de l'histoire, pas sa totalité. Et biologiquement ?» La voix de Lily tremblait légèrement maintenant. « Le contrat disait que l'ovule venait d'une donneuse anonyme. Alors tu n'es pas du tout ma mère. » Emma se leva et s'approcha de sa fille, s'agenouillant pour être à sa hauteur, malgré ses propres genoux qui protestaient après toutes ces années. « Écoute-moi bien, Lily Renoir. La maternité ne se résume pas à la biologie. Je t'ai portée pendant 9 mois. Mon sang t'a nourri. Mon corps t'a protégé. Et depuis le jour de ta naissance, mon cœur t'a aimé sans condition et sans limite. Mais ce n'était pas prévu comme ça, insista Lily, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Tu devais juste me porter et disparaître. J'ai lu le contrat en entier. Thomas s'approcha à son tour, formant un cercle intime avec sa femme et sa fille. C'est vrai. Et c'est la plus grande erreur de ma vie, une erreur née de l'arrogance et de la solitude. J'étais un homme différent alors, Lily. Un homme que tu n'aurais probablement pas aimé connaître. Alors pourquoi avez-vous changé d'avis? Pourquoi maman est-elle restée? Emma et Thomas échangèrent un regard chargé de souvenirs. Ces moments dans le parc, cette première fois où Thomas avait tenu Lily dans ses bras, ces visites initialement hésitantes qui s'étaient transformées en une nouvelle vie. Parce que ton père a compris que sa vision de la parentalité était fondamentalement erronée, expliqua doucement Emma. Et parce que j'ai découvert que malgré toutes mes résolutions, je t'aimais déjà trop pour te laisser. Alors c'était quoi? Un accident? Une erreur de calcul? La voix de Lily oscillait entre colère et confusion. Tu n'as jamais été une erreur, affirma Thomas avec une conviction féroce. Tu as été le catalyseur d'une transformation. Tu nous as appris à tous les deux ce que signifie vraiment aimer quelqu'un plus que soi-même. Lily resta silencieuse un long moment, assimilant ces révélations qui bouleversaient sa compréhension de ses origines. Et la donneuse d'ovules, qui est-elle? Est-ce que je pourrais un jour la rencontrer? Emma secoua doucement la tête. Le processus était anonyme, ma chérie. Nous ne savons rien d'elle, au-delà de quelques informations médicales de base. Alors, biologiquement, je suis à moitié papa et à moitié telle personne? La voix de Lily se brisa sur le dernier mot. Tu es entièrement toi-même, répondit fermement Emma. Formée par tes gènes, oui, mais aussi par chaque livre que nous avons lu ensemble, chaque chanson que nous avons chantée, chaque conversation, chaque câlin, chaque leçon de vie. Thomas s'accroupit à son tour, formant un cercle encore plus serré. Lily, beaucoup de familles sont formées de manière non conventionnelle. Adoption, recomposition familiale, procréation assistée. Ce qui compte, ce n'est pas comment une famille commence, mais l'amour qui la fait grandir et persévérer. Lily essuya ses larmes d'un geste presque rageur. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Nous attendions que tu sois assez grande pour comprendre la complexité de la situation, expliqua Thomas. Nous voulions te protéger, peut-être trop longtemps. Nous avions prévu de t'en parler cette année, ajouta Emma, mais il semble que tu nous aies devancés. Un silence s'installa, seulement interrompu par le chant des oiseaux dans le jardin et le rire lointain de Léo qui s'amusait probablement à éclabousser sa grand-mère près du bassin. « J'ai besoin de réfléchir », déclara finalement Lily en se levant, seule. Emma et Thomas la regardèrent s'éloigner vers le fond du jardin, sa silhouette fine disparaissant progressivement entre les arbres centenaires. Ils restèrent immobiles, côte à côte, leurs mains se trouvant instinctivement pour partager cette douleur et cette incertitude. « Nous aurions dû lui parler plus tôt », murmura Emma, la culpabilité lui serrant la gorge. « Peut-être », concéda Thomas. « Mais aurions-nous trouvé un moment parfait pour une vérité aussi complexe ?» Les heures qui suivirent furent parmi les plus longues de leur vie commune.
Lily resta introuvable dans l'immense propriété, probablement réfugiée dans l'un de ces nombreux coins secrets que même le personnel ne connaissait pas. Emma et Thomas respectèrent son besoin d'espace tout en restant à proximité, prêts à répondre à ses questions lorsqu'elle serait prête à revenir vers eux. Ce n'est qu'au crépuscule que Lily réapparut, les traits tirés mais le regard déterminé. Elle trouva ses parents dans le salon assis côte à côte dans un silence anxieux. « J'ai des questions », annonça-t-elle en s'asseyant face à eux, « et je veux des réponses complètes. Pas de versions édulcorées parce que je suis une enfant. » Emma et Thomas acquiescèrent simultanément, prêts à offrir la transparence qu'ils auraient dû privilégier plus tôt. « Pourquoi avez-vous gardé ce contrat ?» commença Lily, allant droit au cœur de ce qui semblait la troubler le plus. Thomas passa une main dans ses cheveux, un geste que Lily avait inconsciemment adopté lorsqu'elle était nerveuse. « Pour me rappeler, pour ne jamais oublier l'homme que j'étais et ne plus voulais être. C'était une forme de pénitence, je suppose. Et pourquoi l'avoir mis dans un coffre si je ne devais jamais le trouver? Parce que c'est un document légal qui faisait partie de ton histoire, répondit honnêtement Emma. Nous pensions qu'un jour, lorsque tu serais adulte, tu voudrais peut-être comprendre pleinement d'où tu viens. Lily hocha lentement la tête, acceptant cette explication. Comment avez-vous pu tomber amoureux après un début aussi froid? Un sourire inattendu éclaira le visage d'Emma. L'amour ne suit pas toujours les chemins conventionnels, Lily. Parfois, il grandit lentement, presque imperceptiblement, dans les petits moments partagés et les défis surmontés ensemble. C'est toi qui nous qu'a rapprochés, ajouta Thomas. Te voir grandir, apprendre à être parents ensemble, cela crée un lien unique. Et Léo, il est normal? La question était maladroite, mais sa signification était claire. Léo a été conçu naturellement, si c'est ta question, confirma Emma avec douceur. Mais il n'est pas plus normal que toi, Lily. Vous êtes tous les deux parfaitement vous-même. Lily sembla réfléchir intensément, puis posa la question qui semblait lui peser le plus. Est-ce que vous m'auriez dit la vérité si je n'avais pas trouvé ce contrat? Oui, répondirent-ils à l'unisson sans hésitation. Nous avions même consulté un psychologue spécialisé pour savoir comment aborder le sujet de la manière la moins traumatisante possible, expliqua Thomas. Nous voulions te protéger, Lily, pas te mentir. Et si je veux en savoir plus sur la donneuse d'ovules, si je veux la rechercher un jour? Emma sentit une pointe de douleur traverser son cœur, cette question qu'elle redoutait depuis des années. Si c'est important pour toi, nous t'aiderons dans cette démarche quand tu seras majeur. Mais légalement, la donneuse a choisi l'anonymat complet. Lily resta silencieuse un moment avant de demander, sa voix soudain plus jeune et vulnérable, « Est-ce que je dois vous appeler différemment maintenant que je sais ?» Emma sentit des larmes monter à ses yeux. « Tu nous appelles comme ton cœur te le dicte, ma chérie. Je serai toujours ta maman, que ce soit par le sang, par la loi ou simplement par l'amour. Et je serai toujours ton papa, » ajouta Thomas, sa voix légèrement rauque d'émotion. « Rien n'a changé dans notre amour pour toi. » Lily se leva lentement et, dans un geste qui surprit ses parents, vint s'asseoir entre eux sur le canapé, créant un pont physique entre ces deux personnes que le destin avait réunies de la manière la plus improbable. « Je suis encore en colère que vous ne m'ayez pas parlé plus tôt, » déclara-t-elle avec une maturité surprenante. « Mais je comprends pourquoi c'était difficile. » Emma passa un bras autour des épaules de sa fille, sentant la tension qui habitait encore ce corps d'enfant au seuil de l'adolescence. « Ta colère est légitime, Lily. Prends le temps dont tu as besoin pour l'apprivoiser. Est-ce que je peux en parler à Léo ?» demanda Lily, après un moment de silence partagé. Thomas et Emma échangèrent un regard. « C'est à nous de lui expliquer d'une manière adaptée à son âge, » répondit Thomas. « Mais tu peux bien sûr parler avec lui de ce que tu ressens, une fois qu'il aura été informé. » Lily hocha la tête, puis se blottit un peu plus entre ses parents, comme elle le faisait étant petite lors des soirées d'orage. « Est-ce que d'autres personnes savent? À l'école? Les amis de la famille? Très peu de personnes connaissent les détails exacts, » la rassura Emma. « Mamie Lucie, bien sûr. Le docteur Moreau qui a supervisé ta naissance. L'avocat qui a rédigé le contrat. Tous sont tenus au secret professionnel ou personnel. Donc personne ne me regarde en pensant que je suis différente? » « Tu es différente, Lily, » dit doucement Thomas. « Comme chaque être humain est unique, mais pas à cause de la manière dont tu as été conçue ou portée, à cause de qui tu es, brillante, sensible, courageuse. » Un léger sourire apparut sur le visage de Lily, le premier depuis cette conversation matinale qui avait bouleversé son monde. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, tout le temps dont tu as besoin.
assura Emma en déposant un baiser sur le front de sa fille. Les semaines qui suivirent furent délicates, marquées par des moments de tension, mais aussi de guérison. Lily oscilla entre périodes de repli sur elle-même et questions incessantes sur ses origines, sur la personne que Thomas avait été avant sa naissance, sur la vie d'Emma pendant sa grossesse. Avec une honnêteté parfois douloureuse, ses parents répondirent à chaque interrogation, tissant peu à peu une nouvelle compréhension de leur histoire familiale. Léo, informé d'une version simplifiée mais véridique de l'histoire, accepta cette révélation avec la simplicité désarmante des enfants de son âge. « Alors maman t'a porté dans son ventre même si tu n'étais pas faite avec son œuf? C'est comme adopter quelqu'un avant même sa naissance. C'est cool !» Cette réaction inattendue fit sourire Lily pour la première fois depuis des jours, lui offrant une perspective nouvelle et rafraîchissante sur sa propre histoire. Un mois après la révélation, alors que la famille retrouvait progressivement son équilibre, un événement inattendu vint bouleverser à nouveau leur existence. Thomas reçut un appel de son ancien avocat, celui-là même qui avait rédigé le fameux contrat. « Une femme vous cherche, monsieur Renoir », annonça-t-il sans préambule. « Elle prétend être la donneuse d'ovules pour votre fille. » Le monde sembla à nouveau vaciller sur son axe. Thomas convoqua immédiatement une réunion de famille extraordinaire, excluant Léo mais incluant Lily, considérant qu'elle avait le droit de participer aux décisions concernant ses origines. « Comment est-ce possible ?» demanda Emma sous le choc. Le don était supposé être anonyme et irrévocable. Apparemment, elle travaillait à la clinique à l'époque, expliqua Thomas, encore secoué par cette nouvelle. Elle était étudiante en médecine et participait au programme de don d'ovules pour financer ses études. Elle a reconnu mon nom dans les dossiers et a gardé cette information pour elle pendant toutes ces années. Pourquoi se manifeste-t-elle maintenant? La voix de Lily tremblait légèrement, partagée entre excitation et appréhension. Thomas passa une main sur son visage fatigué. Elle dit qu'elle a récemment été diagnostiquée avec une maladie génétique rare qui pourrait t'affecter. Elle veut te rencontrer pour te transmettre ces informations médicales en personne. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Emma fut la première à le rompre. Quelle maladie exactement? Une forme de cardiomyopathie héréditaire, relativement rare, mais potentiellement grave si elle n'est pas surveillée. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses. D'un côté, une information médicale potentiellement vitale pour Lily. De l'autre, l'irruption soudaine d'une inconnue qui partageait son patrimoine génétique et qui pourrait bouleverser l'équilibre fragile de leur famille. « Je veux la rencontrer », déclara Lily avec une détermination qui rappelait étrangement celle de Thomas dans ses moments les plus décisifs. Emma et Thomas échangèrent un regard lourd de signification. Ils avaient toujours su que ce jour pourrait arriver, mais l'avaient imaginé dans un futur lointain, quand Lily serait adulte et pleinement préparée. « Es-tu certaine, ma chérie ?» demanda doucement Emma, dissimulant sa propre anxiété. « C'est une décision importante. »« J'ai besoin de savoir, » répondit simplement Lily. « Pas seulement pour la maladie, mais pour comprendre d'où je viens complètement. » Thomas hocha lentement la tête. « Nous respecterons ton choix, Lily, mais nous serons présents à chaque étape du processus pour te protéger si nécessaire. » La rencontre fut organisée avec précaution, dans un cadre neutre, un salon privé d'un hôtel discret du 16e arrondissement. Thomas engagea un détective pour vérifier l'identité et les antécédents de la femme, confirmer son diagnostic médical et s'assurer que ses motivations semblaient sincères. Le jour J, Lily se tenait entre ses parents, son corps d'adolescente vibrant d'une tension nerveuse qu'elle s'efforçait de contrôler. La porte s'ouvrit, révélant une femme d'une quarantaine d'années, aux traits fins et au port élégant, qui n'était pas sans rappeler la posture naturellement gracieuse de Lily. « Bonjour », dit-elle simplement, sa voix légèrement tremblante trahissant son émotion. « Je m'appelle Claire Dumas. Je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine. » Lily la dévisagea intensément, cherchant dans ce visage inconnu des traces d'elle-même, les yeux différents des siens, le nez peut-être similaire, la ligne de la mâchoire définitivement familière. « Je suis Lily », répondit-elle, finalement. « Et voici mes parents Thomas et Emma. » Claire hocha respectueusement la tête vers les adultes, s'attardant un peu plus longtemps sur Emma. « Je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. Je sais combien cela peut être perturbant. »« Pourquoi maintenant ?» demanda directement Thomas, protecteur. « Après toutes ces années ?» Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Comme je vous l'ai expliqué par l'intermédiaire de votre avocat, j'ai récemment découvert que je suis
porteuse d'une mutation génétique associée à une forme de cardiomyopathie. Cette condition est héréditaire et peut rester silencieuse pendant des années avant de se manifester. Elle se tourna vers Lily. Tu as 50% de chance d'avoir hérité de cette mutation. Si c'est le cas, certaines précautions devraient être prises, examen cardiaque régulier, évitement de certains médicaments, peut-être quelques adaptations pour les activités sportives intensives. Vous auriez pu simplement envoyer un dossier médical, fit remarquer Emma, scrutant le visage de cette femme qui partageait un lien biologique avec sa fille. Pourquoi insister pour une rencontre en personne? Claire eut l'honnêteté de paraître embarrassée. C'était ma raison officielle, celle qui me semblait la plus acceptable. Mais la vérité était que depuis que j'ai découvert ma propre condition, je n'ai cessé de penser à l'enfant qui pourrait en avoir hérité. À toi, Lily. Un silence s'installa, chargé d'émotions contenues. Lily fut celle qui le rompit. Avez-vous d'autres enfants? Claire secoua la tête. Non. Des complications liées à une endométriose sévère m'ont rendu stérile peu après mon don d'ovule. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai aidé d'autres à devenir parents tout en perdant ma propre capacité à l'être. Je suis désolé, murmura sincèrement Lily. Ne le sois pas, sourit doucement Claire. J'ai fait mon deuil de la maternité biologique il y a longtemps. Ma carrière de cardiologue pédiatrique me permet de contribuer différemment à la vie des enfants. La conversation se poursuivit, d'abord hésitante, puis progressivement plus fluide. Claire partagea son histoire personnelle, son enfance dans le sud de la France, ses études de médecine à Paris, son don d'ovule motivé initialement par des besoins financiers, mais aussi par une conviction profonde sur l'importance de l'entraide. « Je ne cherche pas à perturber votre famille », assura-t-elle en regardant Thomas et Emma. « Je n'ai aucune revendication ni attente. Je voulais simplement que Lily connaisse cette partie de son histoire médicale et peut-être un peu de son héritage génétique. « Quelles sont les caractéristiques de votre famille ?» demanda curieusement Lily. « Des talents particuliers? Des traits de personnalité ?» Claire sourit. « Ma mère était violoniste, mon père architecte. La musique et l'art ont toujours fait partie de notre quotidien, et nous sommes tous terriblement obstinés. Un trait que tu sembles partager si... J'en crois ton insistance à me rencontrer malgré les réticences compréhensibles de tes parents. » Lily ne put s'empêcher de sourire, reconnaissant effectivement cette description. « J'aime peindre, confessa-t-elle. Maman m'a appris, mais ça a toujours semblé naturel. » Emma sentit son cœur se serrer, mais d'une manière différente qu'elle ne l'aurait imaginé. Il y avait une certaine beauté à voir Lily découvrir ces échos de son héritage génétique, ces pièces du puzzle de son identité qui complétaient, sans le remplacer, tout ce qu'Emma et Thomas lui avaient transmis. À la fin de cette première rencontre, Claire remit à la famille un dossier médical complet et les coordonnées d'un spécialiste en cardiologie génétique, pour les tests et le suivi si vous le souhaitez. Alors qu'il se préparait à partir, Claire hésita visiblement avant d'ajouter « Je serais honorée de pouvoir revoir Lily occasionnellement, si vous tous êtes d'accord, pas comme une figure parentale. Elle a clairement déjà 2 parents extraordinaires, mais peut-être comme une sorte de marraine scientifique. » Thomas et Emma échangèrent un regard, une de ces conversations silencieuses qu'ils avaient perfectionnées au fil des années. « Nous devons y réfléchir en famille, » répondit finalement Thomas. Mais nous ne fermons pas la porte à cette possibilité. Sur le chemin du retour, Lily resta silencieuse, assimilant cette rencontre qui ajoutait une nouvelle dimension à son histoire personnelle. Ce ne fut qu'en arrivant au manoir qu'elle exprima enfin ses pensées. « Elle est gentille, » dit-elle simplement, « mais elle n'est pas ma mère. » Emma sentit des larmes de soulagement et d'émotion lui piquer les yeux. « Non, elle ne l'est pas, » confirma-t-elle doucement. « Mais elle fait partie de mon histoire, » poursuivit Lily avec une maturité surprenante. « Comme le contrat, comme les circonstances de ma naissance. Je ne peux pas changer ces faits, mais je peux choisir ce qu'ils signifient pour moi. » Thomas enlaça sa fille, profondément ému par sa sagesse. « Tu as toujours été extraordinaire, Lily, dès le premier instant. » Dans les mois qui suivirent, une relation prudente mais cordiale s'établit avec Claire. Après les tests génétiques qui confirmèrent que Lily avait effectivement hérité de la mutation, la cardiologue devint une ressource précieuse, expliquant avec patience les implications médicales et les précautions à prendre. Des rencontres occasionnelles, toujours en présence d'Emma et Thomas, permirent à Lily d'explorer cette facette supplémentaire de son héritage. Loin de fragiliser leur famille, cette nouvelle connexion sembla paradoxalement la renforcer.
Emma, initialement anxieuse, découvrit qu'elle n'avait rien à craindre. Le lien qui l'unissait à Lily était bien trop profond pour être menacé par cette nouvelle relation. Thomas, de son côté, put enfin faire la paix avec ses choix passés, voyant comment même les décisions les plus froides et calculatrices avaient pu, par les mystérieux détours du destin, mener à une famille unie et aimante. Un soir, alors que Lily venait de fêter ses 13 ans et que la famille profitait d'une soirée tranquille dans le jardin, sous un ciel étoilé particulièrement lumineux, la jeune fille fit une déclaration qui résumait parfaitement leur extraordinaire parcours. « Je crois que j'ai compris quelque chose d'important », dit-elle, en observant les constellations. « Notre famille a commencé comme un contrat, mais elle s'est transformée en quelque chose que personne n'aurait pu prévoir ou planifier. » Emma sourit, serrant la main de Thomas dans la sienne. « La vie est rarement linéaire, ma chérie. Elle prend des détours inattendus. Et les meilleurs moments sont souvent ceux qu'on n'avait pas programmés, » ajouta Thomas, observant avec tendresse Léo qui s'était endormi sur les genoux de sa grand-mère. Lily hocha la tête, contemplative. « Je pense que c'est ça, le vrai miracle. Pas juste être né, mais tout ce qui vient ensuite. Comment on apprend à s'aimer, à se pardonner, à grandir ensemble. » Emma sentit son cœur déborder d'amour et de fierté devant la sagesse de cette jeune fille qui, contre toute attente, était devenue sa fille dans tous les sens qui importèrent vraiment. « Tu sais, murmura-t-elle, certaines personnes passent leur vie entière à chercher cette vérité que tu viens d'exprimer si simplement. » Thomas se tourna vers Emma, son regard reflétant toute la gratitude et l'amour qu'il éprouvait pour cette femme qui avait transformé sa vie. « J'ai eu besoin de toi pour me l'apprendre, » dit-il doucement. « Et de Lily. Et moi, j'ai eu besoin de vous deux, » répondit Emma, complétant ce cercle parfait d'amour et de reconnaissance mutuelle. Sous le ciel étoilé, leur histoire continuait de s'écrire, non plus dictée par un contrat froid et impersonnel, mais par les choix quotidiens de trois cœurs qui avaient appris, contre toute attente, à battre à l'unisson. Une histoire qui rappelait que parfois, les débuts les plus improbables peuvent mener aux fins les plus belles, si l'on trouve le courage de choisir l'amour, jour après jour, au-delà des conventions, des attentes et des peurs. Dans le grand livre de leur vie commune, le contrat initial n'était plus qu'un prologue à une histoire bien plus riche et complexe, celle d'une famille qui avait découvert que les liens les plus forts ne sont pas ceux qui sont signés sur le papier, mais ceux qui s'inscrivent indélébiles dans le cœur. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et partagez dans les commentaires comment définiriez-vous la véritable parentalité par les liens du sang, par la loi ou par quelque chose de plus profond et intangible.